C'est le bourgmestre d'Ixelles, le socialiste Willy de Courty, que l'on emmène en balade aujourd'hui dans sa commune. Il est à bord du tram avec nous. Alors Willy de Courty, bonjour. Vous Bonjour. allez rendre votre écharpe mayorale en décembre 2015, après plus de 27 ans de bons et loyaux services, puisqu'il y a 15 ans de majorat et 12 ans aux travaux publics. Vous ne risquez pas de vous ennuyer, vous qui avez eu une vie si active jusqu'ici? Non, je ne crois pas. Je crois que pendant tout ce temps, j'ai accumulé pas mal de livres qui sont en retard de lecture, donc j'aurai de quoi m'occuper. Je suis un ancien journaliste, donc je vais me remettre quand même à l'écriture. Je peux faire des caricatures aussi, donc je vais vraiment, au niveau hobby, j'ai pas de problème, mais je vais continuer aussi à faire de la politique locale, puisque je vais rester conseiller communal au moins jusqu'à la fin de la législature. Et bon, après ça, je serai toujours à disposition de mon parti si on a besoin de moi pour quoi que ce soit. Mais un poste exécutif, là, c'est terminé à partir de décembre 2015, c'est fini pour vous, quoi. Oui, non, j'ai fait, comme vous l'avez dit, 27 ans d'exécutif. Et puis quand on a été bourgmestre, en tout cas ça c'est ma conception, je ne me vois pas redevenir échevin et devenir une sorte de belle-mère du collège. Non, c'est pas mon style. Alors justement, c'est l'objet de la première question, hein, votre avenir politique et pourquoi vous avez voulu rester bourgmestre. On va découvrir cette question tout de suite. Voilà, vous avez voulu absolument garder l'écharpe mayorale. Pour en faire quoi? Et en 2015, qui sera votre dauphin? Y a-t-il vraiment une relève au PS d'Ixelles? Willy de Courty. Pourquoi vous avez voulu absolument rester bourgmestre? Mais vous savez, ça fait partie des accords politiques. Et l'EMR et le PS, c'est vrai qu'ils n'ont pas gagné les élections. Mais on avait quand même décidé de poursuivre ensemble. Moi, je voulais quand même essayer d'apporter encore une contribution à des gros dossiers. Vous savez qu'il y a le gros dossier de la maison communale qui a d'ailleurs posé problème pendant la campagne électorale. C'est un dossier vraiment fondamental. Vous savez, la maison de l'emploi qui maintenant, dont les travaux vont commencer. Il y a une série de dossiers où je voulais vraiment essayer d'apporter encore une dernière pierre. Et après vous, qui après vous en fait? La relève au PS d'Ixelles, c'est Caroline Désir aujourd'hui? Mais je crois qu'il y a plusieurs, il y a une relève, je dirais, qui est plus large que cela. Caroline, bien entendu, c'est du 109, mais Béat Diallo, c'est quelqu'un qui a évidemment quelques longueurs d'avance puisqu'il est échevin maintenant depuis quelques années. Et il y a aussi des jeunes, parce qu'au sein même de la section, il y a un renouvellement véritablement des cadres, et y compris au sein du conseil communal, et je pense que l'avenir est en train de se préparer. Et votre candidat bourgmestre socialiste pour 2018, ce sera qui? C'est qui? Ah, ça. Votre dauphin, c'est qui? Je n'ai pas de dauphin particulier, je n'ai que des dauphins. Ouais. Donc vous ne choisirez pas? Non, c'est pas mon rôle de choisir. Je suis là pour aider, mais pas pour commencer à mettre sur pied des clans les uns contre les autres. C'est jamais très bon. Parce que là, vous êtes finalement, vous êtes bourgmestre encore pour 3 ans, mais avec un MR surpuissant, puisque la liste du bourgmestre a 8 sièges, le MR a 15 sièges. Est-ce que vous n'avez pas du mal à exister en tant que socialiste aujourd'hui au sein de ce collège? Mais je crois qu'il y a d'abord une longue tradition de collaboration entre les libéraux et les socialistes à Ixelles. C'est pas nouveau. Il y a, malgré tout, un certain respect qui est prôné et qui existe au sein même du collège entre les deux partenaires. Et vous n'avez pas de mal à exister parfois? D'exister, ouais, il faut un peu se battre de temps en temps. C'est vrai qu'on n'est pas toujours d'accord, mais je dis que ça se passe relativement bien. Et dans le dialogue, nous apportons quand même pas mal d'arguments pour essayer d'être convaincants. Parce que certains disent MR et PS, c'est comme chien et chat au sein du collège. Non, c'est pas comme chez un chat, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Parfois, on prend du temps pour essayer de se convaincre, on met des arguments sur la table, mais jusqu'à présent, on n'est jamais arrivé au bras de fer en disant c'est moi le plus fort et toi tu n'as qu'à la fermer. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais c'est très dur parfois. Ça peut être dur, oui, mais enfin ça fait partie de la politique, c'est dur à l'intérieur, c'est dur à l'extérieur aussi. Hein. On a aussi des confrontations quand on fait de la politique. Je ne connais pas une carrière politique qui soit un vrai long fleuve tranquille. Alors l'opposition, elle a la dent dure hein, contre vous. Vous allez vous en rendre compte dans cette question du CDH. Monsieur le bourgmestre, cher Willy, on voit que ça craque un peu de partout à Ixelles. Donc, il y a eu un budget d'austérité qui a été très mal ressenti par les citoyens. Et
Au fond, c'est exemplatif. On voit que chaque conseil communal, on a toute une série d'interpellations citoyennes avec des Ixellois vraiment fâchés, que ce soit sur le projet de la Plaine, que ce soit à la rue Kerx qui fait partie du contrat de quartier, que ce soit maintenant les travailleurs des écoles des devoirs qui ont tous été virés comme ça sans un mot, alors qu'ils s'occupent de jeunes Ixellois qui ont justement des difficultés. Donc on voit que ça craque de partout et vraiment ces interpellations citoyennes qu'on a chaque mois le montrent. Alors je voulais simplement vous demander, vous allez passer la main à Dominique Dufourny à mi-mandat. Comment voyez-vous, vous qui êtes un homme de conviction, un homme socialiste, comment voyez-vous cet apport du Parti socialiste dans ce projet de ville? Je vous remercie. Alors cet apport socialiste, et quand elle dit ça craque de partout, c'est vrai qu'il y a des frondes, hein, pour l'instant Ixelles, très très fortes. De là à dire que ça craque de partout, non, il y a un phénomène qui est quand même nouveau, c'est l'interpellation citoyenne. Ça a mis longtemps à démarrer, on dirait que maintenant les gens commencent à s'habituer à utiliser cet outil. Particulièrement à Ixelles, vous n'avez pas l'impression que c'est le signe d'un mécontentement profond par rapport à ce que fait la majorité? Non, parce que je ne pense d'ailleurs pas qu'il y ait une réelle spontanéité de la population pour introduire des interpellations citoyennes. Donc on les manipule selon vous? Manipuler, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, c'est organisé, c'est encadré. N'est-ce pas? Il y a d'autres formations politiques qui sont derrière. Tant mieux, c'est leur droit. Moi, j'ai pas de problème à ce niveau-là. Mais ce n'est pas un soulèvement populaire qui débarque à Ixelles et qui s'installe pour interpeller le collège. Donc ça, je ne crois pas. Je crois qu'il faut quand même nuancer. Quand, par exemple, Madame de Groot parle de ces étudiants dont on n'a pas renouvelé le contrat, c'est beaucoup plus nuancé que ça. C'est l'école de devoir, en fait. L'école de devoir, oui. Donc, ce sont des étudiants. Il y a une bonne partie d'étudiants qui n'ont plus demandé le renouvellement de contrat. Et il y a des contrats qui ont été renouvelés parce qu'on était satisfait simplement de leurs prestations et 4 contrats qui n'ont pas été renouvelés parce qu'on n'était pas satisfait d'eux. Et ceux qui disent qu'on a décapité l'école de devoir aujourd'hui, vous répondez quoi à cela? On n'a rien décapité du tout puisqu'on a engagé des nouvelles personnes. Donc les écoles de devoir fonctionnent normalement. Tous les remplacements ont été acceptés par le collège. Donc il n'y a aucune décapitation. Alors, Julie de Groot parlait de quel projet socialiste au sein de ce collège. C'est vrai qu'on dit parfois PSCMR, c'est Loreton Collins qui avait dit au niveau fédéral, c'est un mariage contre nature. Vous ressentez ça parfois, la difficulté de faire avancer des projets progressistes avec l'EMR? Non, parce que les mariages contre nature, je crois que je ne me verrais pas, par exemple, avec une formation qui comporterait des gens d'extrême droite ou des nationalistes. Ce serait à mon sens très difficile. Mais les libéraux, ce sont quand même des démocrates. Est-ce que c'est compliqué de faire avancer des projets sociaux, de les défendre, de les faire aboutir ou pas vraiment? Non, ce n'est pas compliqué. Il est clair qu'il y a une sensibilité différente au MR qu'au PS, c'est normal, sinon on serait probablement dans le même parti. Mais je vous dis, tout est une question de dialogue et d'argumentation. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas à nous plaindre, nous avons toujours eu l'oreille de notre partenaire. Alors on va passer maintenant à une question sur le budget qui a été difficile à Ixelles. On va découvrir tout de suite cette question. Voilà. Le dernier budget a sabré dans les dépenses culturelles et sociales sans réel dialogue ni concertation. Pourquoi avoir cautionné une telle attitude? Alors c'est vrai qu'on n'y a pas été de main morte. On parle du budget culture par exemple où on a vraiment réduit ça à une peau de chagrin. Est-ce que ça vous plaît de prendre cette décision-là? Est-ce que vous le faites vraiment parce que vous êtes obligé de le faire? Ou alors est-ce que finalement vous vous dites la culture, on peut un peu sabrer dans les dépenses, ils en avaient trop de toute façon? Mais je pense que ça ne plaît jamais à personne de devoir sabrer dans un secteur quel qu'il soit d'ailleurs. Et ça ne plaît pas non plus forcément à notre partenaire. Mais vous savez, nous sommes encore une des communes qui ne se trouve pas sous plan d'assainissement. Mais nous sommes effectivement, à la limite, nous devons faire des efforts pour essayer de garder la tête haute. Nous n'avons évidemment pas envie d'entrer sous plan d'assainissement et d'avoir une tutelle régionale qui nous dit exactement ce que nous devons faire. Et les dépenses culturelles, c'était le plus facile. L'écolo parle d'un passage de 80 000 euros à 28 000 euros en fait. C'était le plus facile de sabrer dans ces dépenses-là? C'est pas le plus facile. Il n'y a pas que les dépenses culturelles. On a un peu sabré dans beaucoup de choses. On a quand même surtout veillé à ne pas toucher à l'aspect social, ce qui est fondamental pour nous, parce que malgré tout, c'est attaquer directement une population qui peut être fragilisée. Et donc, il y a des secteurs où on a fait peut-être plus d'efforts que dans d'autres. Mais je suis d'accord que ce n'est peut-être pas très
pas très agréable. Ceci dit, sur le plan culturel, vous savez, il n'y a pas que la politique de la commune. Si vous connaissez la commune d'Ixelles, ben, on est peut-être une des communes qui est la mieux dotée au niveau des infrastructures culturelles. Nous avons des cinémas, nous avons des théâtres, nous avons des galeries d'exposition, etc. On ne peut pas dire que la vie culturelle à Ixelles ait été particulièrement pénalisée à ce niveau-là. En même temps, il y a des choses qui sont reportées. On a appris que le projet îlot communal était reporté, etc. Il n'est pas reporté. Ah, c'est ce qu'a dit le MR. Hein, oui, donc... je sais, mais il y a eu un rectificatif dans la presse le lendemain. Donc, c'est une erreur d'interprétation. L'îlot communal sera inscrit dans le budget 2014 à hauteur de 5 500 000 €. Et donc, cette politique-là de l'îlot communal que l'opposition dit ruineuse, hein, là, vous persistez et vous signez, il faut faire ces dépenses-là. Oui, tout à fait, parce qu'elle n'est ruineuse finalement qu'aux yeux de l'opposition. Je rappelle quelques chiffres, donc c'est un peu plus de 13 millions d'euros, mais donc c'est la reconstruction d'une partie de la maison communale, plus de 6 000 mètres carrés en construction et plus de 7 500 en rénovation. Donc ce n'est pas uniquement démolition, reconstruction, mais ça va nous permettre de regrouper les services, de faire des économies, notamment en matière de loyer, puisque nous louons des bureaux privés pour installer les fonctionnaires à hauteur de 8 200 € par mois. Et si vous comptez simplement les dépenses d'énergie pour l'ensemble de nos bâtiments, nos vieux bâtiments, nous sommes à plus de 200 000 € par an. Nous pensons que là, nous allons faire vraiment des économies, tant au niveau des loyers qu'au niveau des dépenses énergétiques. Et donc le projet ne sera jamais remis en cause pendant cette législature? Ah, il est programmé, en tout cas, dans les phases qui viennent et dans les budgets ultérieurs. Alors très bien, alors une autre question maintenant, c'est à propos de la politique du logement. On la découvre tout de suite, la commune manque de logements à prix accessible. La commune en a-t-elle conscience? Elle qui vient d'accepter sans broncher le projet à la Plaine qui vise à construire des logements de luxe et qui détruit un espace vert. Alors à ceux qui disent que vous avez manqué de résistance dans ce dossier et que vous avez déroulé le tapis rouge aux promoteurs, on va voir des images du campus de la Plaine. Vous dites quoi, Willy de Courty? Mais je dis d'abord qu'on est sur un espace privé et que l'université, faute de moyens, s'est vue contrainte de vendre une partie de ces terrains. Ce sont des terrains à bâtir. On y fait du logement. Au départ, on allait faire... Du logement haut de gamme, hein. Oui, bien sûr. On allait alors faire... qu'on a besoin de logements étudiants aussi. Bien sûr, mais si vous pouvez convaincre le promoteur de faire du logement social, moi, j'ai aucun problème. Donc mais vous n'aviez aucune résistance à pouvoir opposer à ça? Bien entendu. On peut négocier sur la qualité architecturale, etc., mais on peut difficilement orienter le promoteur vers du logement social. Ça me semble un peu difficile. Alors, une autre question par rapport aussi de sa volonté de la commune de construire du logement, c'est sur le quartier Ernotte, oui. Où il y a une opposition forte à la construction de logements sur un terrain appartenant à la commune. Oui. Est-ce que vous allez revoir la copie par rapport à cela ou pas, Willy de Courty? Mais le logement, il est construit. Sur l'autre partie, le PPAS. Partie où il y a encore des potagers. À l'heure actuelle, il y a un PPAS qui est en train d'être élaboré. Donc nous allons voir... donc un plan particulier d'affectation du sol. Nous allons voir à l'issue de ce PPAS. Il est clair que nous allons favoriser du logement qui ne sera probablement plus du social, mais un mix de logement moyen et logement peut-être un moyen supérieur, pour essayer d'avoir une plus grande mixité dans un quartier. Parce que si vous vous rappelez, même les gens de Watermal-Boisfort, où il y a du logement social assez concentré, nous avaient fait le reproche d'implanter encore du logement social dans ce quartier. Je crois qu'il faut aussi favoriser une plus large mixité. Alors il y a une proposition des potagistes oui. de faire un écoquartier à cet endroit. Est-ce que vous avez un regard favorable sur ce projet-là ou pas ? Mais dans le cadre de l'élaboration de ce plan particulier d'aménagement du sol, on intègre évidemment la possibilité de maintenir certains potagers. Donc certains, parce que eux ont un projet qui permettrait d'en maintenir un maximum. Ce n'est pas votre vision aujourd'hui. Je ne connais pas exactement la proportion qui a été prévue dans le PPAS, mais en tout cas, l'idée n'est pas rejetée. Très bien. Alors on va découvrir tout de suite l'autre question, si vous le voulez bien, et elle a trait à un dossier qu'on connaît bien.
c'est le tram 71, donc cette fameuse tramification. Avez-vous vraiment intérêt à vous opposer à toute force au projet de tram 71 chaussée d'Ixelles? Vous semblez ignorer qu'il est soutenu par le PS au niveau régional. Alors c'est vrai qu'entre Rudy Vervoort et Willy de Courty, il y a de la friture sur la ligne, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, entre Rudy et moi, il n'y a vraiment pas de friture. Lui, c'est un projet du gouvernement. C'est-à-dire, oui, évidemment. Donc il y a de la friture. Si vous voulez, c'est une friture comestible, donc voilà, on mettra un petit peu de mayonnaise. Alors, est-ce que vous avez intérêt à vous opposer à toute force à ça? C'est pas une question d'intérêt. Nous n'avons pas la même vision que la STIP, en tout cas, et que la région. D'ailleurs, maintenant, on voit bien, le gouvernement avance sur ce dossier, mais il n'y a pas de réponse. Par exemple, en amont, le tram actuellement, tel qu'il est prévu dans le dossier gouvernemental, il part de la porte de Namur. Mais qu'est-ce qui se passe en amont? Les Ixellois qui veulent aller dans le centre-ville, qui veulent revenir du centre-ville, on crée déjà une rupture de charge. Ce n'est déjà plus la ligne du 71 actuelle. Où va-t-il aboutir? On dit à Delta, mais à l'heure actuelle, la seule certitude, c'est qu'il aboutirait place Marie-Josée, parce qu'il faut régler le problème du passage au rond-point du cimetière et surtout le problème du pont Fretteur. Vous savez que le pont Fretteur, il ne tient plus très bien la route, donc il faudrait complètement le réaménager, le démolir, le reconstruire, je ne sais pas, à charge de qui? De la SNCB, de Belliris, de la STIP. Et donc, vous continuez à dire non à ce projet dans toutes les langues. À ce stade-ci, rien que pour ça, vous avez déjà un trajet qui est modifié, et en amont et en aval. Nous n'avons pas de réponse. Et pourquoi alors faire un tram qui serait purement XLO-XLOis? Les bus suffisent. Par contre, nous n'avons pas non plus de réponse. Il n'y a pas d'études, comment dirais-je, qui devrait mettre en évidence toutes les modifications que vont entraîner la tramification à travers la chaussée d'Ixelles jusqu'à la place Marie-Josée. Vous avez tout un report de véhicules, vous avez tout le problème des commerces, il n'y a pas d'études socio-économiques. Alors, on dit non parce qu'à l'heure actuelle, on a simplement une volonté de tramifier, mais sans réponse. Mais les partisans du projet disent que vous manquez une occasion de rénover profondément toute la chaussée d'Ixelles qui en a bien besoin et que cette tramification, ce serait une belle opération urbanistique pour redorer le blason de toute la chaussée d'Ixelles. C'est ce que disent les partisans. Oui, mais à l'heure actuelle, on vient de refaire les trottoirs et on vient de refaire la voirie. Alors moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas réexaminer la circulation ou la manière de gérer la chaussée d'Ixelles qui est toujours encombrée puisqu'elle est la plus fréquentée après la rue Neuve. Bon, ça, c'est comme ça. Il faut tenir compte d'une série de paramètres. Et d'ailleurs, on est entré dans cette logique puisque avec la région, on avait trouvé un accord pour supprimer le stationnement de la porte de Namur jusqu'à la rue de la Paix et augmenter les aires de livraison, justement pour faciliter la fluidité. Maintenant, il faudra attendre évidemment la fin des travaux, faire un essai. On a dit que c'était 6 mois d'essai, mais encore aussi les travaux d'aménagement à la chaussée de Wavre pour qu'on ait vraiment une vision claire de ce qui va se passer. Alors, dernière question par rapport à cela, à ce projet-là de tramification, vous avez parlé d'un projet de métro. Est-ce que c'est vraiment raisonnable aujourd'hui de lancer ça sur la place publique quand on sait que si ça se fait, ça se fera dans 20 ou 30 ans, Willy de Courty? Mais vous savez, c'est une question aussi de vision à long terme. À l'heure actuelle, il est clair qu'une ville comme Bruxelles, qui va accueillir encore de nouveaux habitants, une ville qui a quand même une dimension internationale, le meilleur confort, ce serait d'avoir un métro qui soit vraiment complet. Je sais que ça coûte cher, mais bon... Mais c'est pas une alternative aujourd'hui, en fait. Non, ce n'est peut-être pas une alternative aujourd'hui, quoique maintenant j'entends qu'il y a un métro qui est prévu vers le nord. J'entends qu'on réexamine la possibilité d'étudier le métro vers Uccle. Et aller vers Uccle, c'est aller un peu vers Ixelles aussi. Donc je pense que la porte vis-à-vis du métro n'est pas tout à fait fermée. Ce serait dommage de rater cette occasion et de ne pas étudier la possibilité à Ixelles aussi. Nous avons quand même 2 universités sur notre territoire qui drainent des milliers et des milliers de gens. Je pense que c'est une ligne qui serait absolument rentable si on veut prendre la peine, évidemment, d'étudier la question. Très bien. Alors voici tout de suite l'autre question. Elle vous est posée par Jaron Pechtat. Le registre national a publié ses comptes, si j'ose dire, récemment, et on apprend que dans la plupart des communes de Bruxelles, il y a un boom démographique. Sauf à Ixelles, où la population diminue, et pas de peu, puisque Ixelles aurait perdu l'année passée quelques 2000 habitants, ce qui est considérable.
Alors c'est vrai qu'à Ixelles, il y a toujours eu beaucoup de mouvements. 10% de la population déménage en moyenne chaque année, mais là c'est ce qu'on appelle le solde migratoire qui est négatif. C'est-à-dire que le total entre les gens qui rentrent et les gens qui sortent, en ce compris les naissances et les décès, c'est moins 2000 habitants. Donc il y a de quoi se poser des questions. Est-ce que vous connaissez cette situation? Est-ce que vous la comprenez? Est-ce que vous pouvez l'expliquer? Pourquoi est-ce qu'il y a 2000 habitants qui ont quitté Ixelles l'année passée? On pense évidemment au prix du logement, notamment. Et que comptez-vous faire pour remédier à ce problème? Qu'est-ce qui s'est passé à Ixelles, Willy de Mais Courtier? je crois qu'il y a aussi un problème de comptage statistique, c'est-à-dire à la période à laquelle le comptage a eu lieu. C'est la période où les étudiants terminaient leurs études, mais les nouveaux étudiants n'étaient pas encore inscrits. Donc les 2000, ce sont des étudiants, selon vous? Peut-être pas tout à fait, mais en tout cas, il y a un phénomène d'inscription et de désinscription des étudiants qui joue. Mais nous attendons évidemment de voir à la fin de l'année si on a rattrapé la totalité ou pas. C'est-à-dire qu'il vaut toujours mieux analyser le pourquoi. Monsieur Pechtat dit avec raison qu'il y a un problème de cherté de l'immobilier. Nous sommes devenus, paraît-il, la commune la plus chère de Belgique. Et ça, c'est une préoccupation. Parce que nous risquons en tout cas de glisser tranquillement vers une commune duale, où il n'y aurait plus que les personnes les plus aisées ou les tout pauvres qui n'ont pas d'autre solution qui resteraient Ixelles. Et ça, ce serait évidemment tout à fait dommageable. Ixelles ne serait plus Ixelles avec ce brassage social et multiculturel. C'est une préoccupation. Mais les 2000 habitants, pas pour vous en tout cas. Moi, en tout cas, à ce stade-ci. Je crois qu'il faut attendre véritablement la fin de l'année pour voir quelle est la hauteur statistique absolue. Alors, dernière question, elle a trait au quartier Matongué. On va la voir tout de suite. Beaucoup de promesses ont été faites pour redorer l'image du quartier de Matongué. Quand vont-elles se concrétiser? C'est vrai que l'image n'est toujours pas très bonne de ce quartier. Même si on apprécie l'aspect typique, il y a beaucoup de choses à faire dans ce quartier. Alors les promesses, quand vont-elles se concrétiser, Willy de Courtier? Vous savez, les promesses, on les concrétise. La question, évidemment, c'est de voir l'efficacité de toutes les mesures qu'on peut prendre. Puisque nous avons installé une cellule policière dans la rue Longuevie, nous avons, une équipe de policiers attachés absolument au quartier. Nous avons multiplié les interventions de police et on fait des efforts assez énormes en collaboration avec Bruxelles Propreté pour renforcer la propreté dans ce quartier-là. Oui. Le problème, c'est que vous savez, toutes les semaines, on arrête des délinquants, notamment des trafiquants de drogue. Ils sont déférés au parquet et puis bon, après ça, c'est la machine judiciaire qui grippe. Le fait que des policiers étaient écartés du quartier parce qu'on les soupçonne d'être des ripoux et donc d'avoir informé certaines bandes urbaines, ça vous inquiète, ça, Willy de Courtier? Ça m'inquiète. Là ou ailleurs, si on trouve des policiers dans quelques quartiers que ce soit qui ont des comportements qui sont absolument répréhensibles, ça m'inquiète effectivement parce que ce sont d'abord les policiers qui doivent, à mon sens, montrer le droit chemin. Et c'est clair qu'ici, il y a évidemment la présomption d'innocence, puisque il y a une enquête judiciaire, il y a une enquête disciplinaire parallèle, et on a écarté ces 3 personnes pour qu'ils ne soient plus dans le quartier. Maintenant, on attend les conclusions. Il est clair que si les conclusions sont positives et que la culpabilité est reconnue, il y aura forcément des sanctions qui peuvent... Et donc un sacré coup pour l'image de la police dans le quartier. Mais c'est un sale coup pour l'image de la police, effectivement, parce que malgré tous les efforts qu'on fait, on a réorganisé aussi la police à Ixelles avec des brigades territoriales de surveillance pendant la journée, des brigades territoriales d'intervention jour et nuit, etc. Vous savez, les chiffres de criminalité au niveau de la commune ont fortement baissé. Mais c'est vrai qu'il reste des problèmes, notamment à Matongué, il reste encore des problèmes, mais ça s'est amélioré aussi dans le quartier de l'Aulne. Donc, il y a des efforts qui sont faits, il faut les poursuivre, mais dans ce cas-ci, effectivement, c'est un solide pavé dans la mare que les policiers ont lancé, je dirais, vis-à-vis de leurs propres collègues. Très bien, merci Willy de Courtier d'avoir fait cette petite balade avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée et à bientôt.